va se mettre côté équipe du bloc opératoire. On parle toujours de la même chose, hein, anticiper l'accueil de ce patient. Et vous allez voir un tout petit bout de son passage au bloc opératoire, très très frustrant pour vous. C'est une session qu'on a vraiment réduit au minimum, c'est 10 minutes de vidéo, pour laisser du temps après aux échanges dans la salle. Donc je compte sur vous pour poser des questions à tout le monde, à tous nos participants sur la session traumatologie. Oui, Louis? Oui, Marion? Ouais, ça va en salle 17? Ça va, ils sont sur le poignet, et ils tournent bien là. Ok. T'es toujours sous alerte stricte, c'est ça, chez ce monsieur? Toujours. Ok. T'en as pour combien de temps encore, tu penses? Bah, là, je pense que dans 15-20 minutes, ils commencent à fermer, à mon avis. Ok. Bon, en fait, on va prendre une arrivée là, du déchocage probablement. Ils ont été appelés par le SAMU là, en montagne. Ils sont partis sur une chute de falaise de 10 mètres. Un monsieur de 43 ans, a priori sans antécédent. Trauma crânien grave, annoncé Glasgow 7, je crois. Sans argument pour rachis. Qui par contre semble avoir une douleur abdos et après fémur et une cheville ouverte. Pour l'instant, on n'a que ça. A priori, il est stable encore. Donc, on va mettre la salle 17 en stand-by dès que vous êtes sortis. C'est OK pour toi, là, pour le coup Pour moi, pas de souci. Je dis, dès qu'ils finissent, on se mettra prêt et dispo. Ok, donc on a les chirurgiens digestifs qui ont été appelés, le neurochir il est au courant aussi, il faudra juste voir avec les orthos qu'ils soient bien informés. Donc moi en salle 16, par contre, là on a fini le rachis et on va devoir prendre une reprise de DVE, une patiente qui s'est arraché la DVE dans les étages et qui est en train de s'altérer là sur le plan de la conscience. Donc si je peux pas garder les neurochirurgiens, je ferai un stop avec elle et je l'intuberai en salle de réveil. Mais bon, probablement je vais rentrer direct en salle 16 avant que le polytro soit arrivé et on fera la repose de DVE en salle 16. En salle 18, on a une PTH là qui est sur la fin. Voilà, donc après quand c'est fini, on garde la salle 18, je pense, pour avoir le personnel. On reprend pas d'autres patients. C'est OK pour toi? Et ben, c'est parfait. Du coup, je te laisse gérer la 16 et je m'occupe du polytro, c'est ça? Ok, donc tu restes sur le polytro, je serai à côté de toi, moi dès que j'ai fini en 16 qu'on a une vie, je reviendrai avec toi. Eh ben, c'est parfait. Allez, parfait, à tout à l'heure. Ok, donc le déchoc m'a rappelé, le patient polytro, il va arriver au déchocage. Donc au final, c'est un polytraumatisme de grade A avec un patient avec traumatisme crânien grave, Glasgow 7 d'emblée. Pour le moment, pas de mouvement pupillaire. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il est en grande instabilité hémodynamique sur un probable choc hémorragique, probablement sur un traumatisme abdominal fermé. Il retrouve rien au thorax. Pour le moment, ils n'ont pas de suspicion au niveau du bassin. Et en plus, il a un fémur fermé et une cheville droite ouverte. Donc il va falloir qu'on se mette en configuration pour accueillir le polytro. Donc toi JR, c'est toi qui es l'IAD de la salle, c'est ça? Ok, donc JR, il faudrait s'il te plaît que tu prévois l'accélérateur réchauffeur, le sail saver. On va se refaire partir un pack transfusionnel complet, 4 kg, 4 PFC, du fibri, du calcium et bien sûr de quoi le remplir. Ok, ça marche. Toi Patrick, t'as l'astreinte? L'astreinte, ouais, je vais aller checker la 14A, là, la radio internationale, au cas où on a besoin d'immobilisation. Ouais, parfait. Et après, derrière, j'aurais besoin que tu reviennes du coup pour gérer les voies, voir ce qu'il y a au niveau des amines, de la NAD, avoir de l'adré prête en salle, gérer les sédations et les antibiotiques, s'il te plaît. Toi, tu es, pardon? Pierre, je suis soignant. Ok, Pierre, du coup, on aura besoin de toi pour nous aider à faire le transfert, t'occuper du double réchauffement, le lit devant, et on aura aussi besoin de toi pour faire un peu le lien avec la SSPI pour les bilans et les culots. Pas de souci. Est-ce que tu voudrais que je te ramène le lit de réa? Non, non, surtout pas, merci. Pour l'instant, on laisse le striker devant la salle parce que, à mon avis, on va en avoir besoin. Il va pas aller en réa tout de suite, hein, ce monsieur. Toi, tu es, pardon? Aurélie, parfait. Donc Aurélie, il faudra prévenir aussi le chirurgien avec une table digestive. Il y aura probablement en temps ortho peut-être, donc vérifier qu'il y ait une traction fémorale qui est possible. T'as fait de la dige déjà? Oui, pas de souci, je m'occupe d'appeler le chirurgien, vérifier qu'il est dispo et je vais chercher une boîte de laparoscopage, je suppose. Ouais, exactement, on part là-dessus. Et toi, tu veux bien t'occuper d'appeler le chirurgien? Je m'occupe d'appeler le chirurgien. Parfait. Et toi... Alors je sais pas, parce qu'il n'est pas encore arrivé au déchoc. Et toi, tu es, pardon, excuse-moi. Ibod aussi. Donc ouais, très bon, tu pourras s'occuper de le sonder si jamais il n'est pas sondé. Et il y aura un cell saver, comme je disais tout à l'heure, donc bien s'assurer que tous les branchements du cell saver soient faits. Ça marche? Oui, Cathy? Oui, c'est toi un SSPI? Oui, c'est Louis, l'ANEST.
Ouais, pour te prévenir que on attend un polytro de grade A qui va arriver au déchoc là incessamment sous peu. Il y a une grosse instabilité hémodynamique sur un choc hémorragique, donc à mon avis il y aura pas mal de transfusions. Là on va t'envoyer du coup l'AS pour faire le lien. Pareil, on aura besoin de vous pour tout ce qui est les bilans, les gazos, donc que vous vous teniez prêt peut-être à aller les développer en réa assez rapidement, puisque je pense que il va y avoir quand même une grosse instabilité. Ouais Valérie, on arrive là, on finit parce qu'il est toujours très instable. Il s'est un petit peu ralenti à 140 un peu plus. Et on a à nouveau une EPS à 82, mais il est toujours très instable. Là, on a transfusé 3 et 3, des plaquettes, 3 grammes de fibrida et du chlorure de calcium. Donc, ouais, et je pense que tu peux relancer une commande de sang pour le bloc. Hein. Pour l'embolisation, moi qui se tienne prêt. Mais a priori, non, là c'est vraiment un hémopéritoine. Hein. D'accord sans bassin, donc je pense ça que ouais, ça marche. Hein. Merci. Ok, tout le monde, j'ai besoin de votre attention là 2 minutes. J'ai eu l'appel du déchocage. Le patient vient d'arriver, il est un peu plus instable que prévu. Donc là, il y a un choc hémorragique majeur avec instabilité hémodynamique. Pour le moment, en préopératoire, il avait eu 3 culots et les plios. Depuis qu'il est au déchocage, ils ont fait 3 culots, 3 PFC, fibri, calcium, et malgré ça, il a toujours 11 mg de NAD. Là, sur le dernier bilan, ils ont 7 d'hémoglobine, un bilan d'hémostase qui commence quand même à s'altérer. Au niveau du crâne, pour le moment, on n'a toujours pas de mouvement pupillaire, mais dans le feu de l'action et avec l'hémostase, ils ont pour l'instant pas posé de pic. La source probable du saignement, après leur phase stéco, c'est un saignement sur un traumatisme abdominal fermé. Il a la ceinture pelvienne, rien au niveau du rachis, et pour le moment, le fémur et la cheville, ça semble pas être le problème là dans l'immédiat. Donc il va arriver comme ça, il est bien sûr déjà sédaté, une ventilation classique, mais 80% des FiO2 quand même. Au niveau des chirurgiens... Le chirurgien digestif est au vestiaire, mais en termes de dit, je se lave les mains. On est prêt. Ok, parfait. Et l'ortho, du coup, lui, il était à côté? Le chirurgien est prévenu, il est à côté, il est en train de finir, et si besoin, ils peuvent se dénouer, ils peuvent venir avec nous pour intervenir. Ok, bon, bah parfait. Tu sais s'il a un cath artériel? Il a pu l'équiper d'un cathéter artériel en fémoral, mais ils leur ont pas mis de voie centrale. Je sais pas ce qu'il a par contre en termes de voie périph'. C'est bon, je viens de mettre une 3e voie pour le remplissage. Ok. C'est un cadre gris JR, si jamais tu peux me faire passer le fluido, s'il te plaît. Ça marche, je te mets ça. Est-ce que vous avez pensé à mettre une sonde autogastrique? Ah non, la sonde on a oublié. Bien vu. Ça va? Je vais mettre la sonde. Écoute, ça va. Donc au final, il t'avait dit instabilité hémodynamique majeure sur un choc hémorragique, probablement quelque chose au niveau abdominal. Ah super, merci beaucoup. Donc ça. Tu veux qu'on se fasse un check peut-être, on se prend des aides cognitives, là on refait le point. Ok, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Hop. T'as le... Il est où le stun? Hop, regarde, je l'ai prise là. Donc comme je te disais, là, on a quand même du mal à lui maintenir une systolique à 110 pour la neuroprotection. Surtout qu'on n'a toujours pas de body scan puisqu'on l'a poussé quand même assez rapidement. On vient de nous amener le 2e pack transfusionnel. Il y a le 5e et le 6e culot qui sont passés. Okay. On a notre gramme d'hexacyl IVSE. On a fait en plus 2 grammes de fibri. Il y a le calcium. Il est réchauffé. Et sur la dernière bio qu'on avait, il y avait à peine 7 grammes d'hémoglobine. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça serait bien qu'on soit moins au-dessus de 9. Là, t'as un hémostase maximum, voire 10 quoi. Si. Ok. T'avais eu de l'hémostase à un moment donné? J'avais eu de l'hémostase, il avait 1,5 de fibri à son arrivée, j'en ai pas refait depuis, c'est vrai, t'as raison. Donc on est pas loin de la CIVD quoi. Ouais. Ok, et bien on nous a fait un pack transfusionnel avec des plaquettes que t'as relancé pour avoir au moins 100 000, c'est ça? Oui, c'était là, je me suis mis dans les objectifs de la neurochirurgie, de neuroprotection. Ouais, hier pour le coup on a tout passé, c'est ça? Vous avez... Là je suis en train de passer le Fibega, je suis en train de finir les derniers clous du premier ratio qu'on a fait nous. Okay. Le deuxième pack là. Ok, super. Top. Non, bah, et écoute, donc t'as passé le calcium? Oui. Ouais, très bien. On la pourra... réchauffée, tu l'as à combien là? Vous avez pensé à brancher la thermique? Non, non, on va brancher la thermique, ouais. Ok. Ouais. Vous l'avez sondé de votre côté, ouais? Oui. Le sondage est en cours. Ah, en cours, ok, terminé. Bon, super. Okay. On pourra penser, je pense, à refaire encore les antibiotiques, parce que vu tout ce qu'il a saigné, à mon avis, il faudra refaire l'antibioprophylaxie. Hein. Ok. Très bien, et donc le chirurgien, là vous êtes vous lancez la parole, c'est ça? On est tout juste au commencé là. Ouais, à peine. Bon, allez, très bien.
Ça me fait peur à chaque fois, Marion, tes films, c'est angoissant, hein. Bon, encore merci aux équipes avec qui on a travaillé. Et là, moi, j'ai une petite question, Marion. Est-ce qu'il a vraiment fait un briefing, le médecin, avec son équipe, là? Est-ce qu'il a fait un briefing? Qu'est-ce que tu en penses de ce briefing, quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre, ou Jacques, ou toi, il a fait un briefing ou pas? Moi, je dirais non, mais Écoute, c'est pas mal quand même, non? Alors, Ce que je veux dire, c'est que là, bon, c'est une simulation, mais quand même, quand tu vas prendre un patient en choc hémorragique comme ça, là, il est à 84 de systole, hein. Donc, il y a un peu de pression. Donc, il a fait son briefing de façon correcte. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment entre le réa et l'ANEST, qui est vraiment une bonne coordination. Et sur des patients comme ça, je ne sais pas, Pierre, si tu veux rebondir, mais souvent, nous, même si c'est la même équipe, l'équipe des réanimateurs qui prennent en charge vont aider l'anesthésiste au moins pour l'installation. On sait que l'installation, on perd du temps. Le temps de mettre les tubulures, tout dans le sens, et de se mettre dans le malade. Il y a un espèce de délai qui peut être préjudiciable sur, je dirais, la rapidité de remplissage, rapidité de réanimation du patient. Et je pense que c'est assez important de donner un coup de main là-dedans pour démarrer correctement le temps que le chirurgien s'installe et que ça soit, il ouvre le ventre et que là, c'est la descente aux enfers. moi, je dis ça parce que il y a un truc qui me manque, et je pense que c'est hyper intéressant, c'est qu'on fait souvent quand on fait un briefing, vous l'avez vu, il a réparti les tâches. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Mais en fait, ce qu'il n'a pas dit, c'est quel était son objectif. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quel est le niveau de pression artérielle qu'il veut pour ce malade. Et je ne suis pas sûr que l'équipe le sache. Là, pour moi, la pression artérielle elle est trop basse, on est tous d'accord. Mais est-ce que l'équipe le sait qu'elle est trop basse, la pression artérielle? Et en fait, on aurait aimé qu'ils disent, les gars, je veux la pression artérielle au-dessus de 11 de systolique. Je veux qu'on lui ouvre le ventre en moins de 15 minutes. Pour faire ça, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et après, attention, les gars, on rentre dans une période de transfusion massive. On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs en termes d'incompatibilité transfusionnelle. Voilà. Donc, il va falloir quelqu'un qui s'occupe que de la transfusion. Et donc, vous voyez un peu le raisonnement qui est un peu différent de ce qu'il a fait. Et vous regarderez au bloc lundi matin, on répartit souvent, on fait souvent la répartition des tâches, où on dit, bah voilà, on va faire 180 mg de trucs blancs qui fait dormir, mais on dit pas, on verbalise pas l'objectif. Et je pense qu'en fait, c'est un truc qui manque souvent. Voilà. Et on l'a bien vu, elle l'a pas fait là. Après, Et- ce qui était assez flagrant dans la préparation des vidéos, vous avez compris, ils n'ont pas eu un scénario déroulé qu'ils ont suivi, hein, on les a lancés. Juste dit qu'on voulait vraiment qu'ils développent un peu leur phase de briefing. Et clairement, ce qu'on a senti par rapport à l'accueil au déchocage, c'est que les blocs opératoires, et j'aimerais bien avoir le retour de la salle, on manque d'entraînement sur le briefing des équipes. Et ça devient un peu artificiel, et les gens qu'on a en face, d'ailleurs les équipes là avaient du mal à faire des suggestions de ce qu'on pouvait faire, et ils auraient peut-être pu spontanément me dire c'est quoi ton objectif, parce que juste dans une équipe il n'y a pas qu'un leader, hein, c'est une équipe. Donc l'IAD qui a 30 ans d'expérience, il est capable de dire à son médecin un peu jeune, et ce qui était le cas, tu veux quoi comme objectif? Et donc en fait là on voit, moi clairement ce que j'ai senti derrière la caméra, c'est le côté c'est plus difficile à s'installer, ça manque de procédures, ça manque en fait au bloc opératoire, on n'a pas cette culture, et pourtant comme vous l'avez dit là, vous l'avez expliqué, dans des trauma centers, le bloc des urgences, quand c'est pas la même équipe, il faudrait vraiment qu'on bénéficie de l'entraînement les uns des autres, des réflexions qui sont derrière. Et là, Pierre, tu là peux c'est commenter? Alors, du coup, c'est un peu pour ça que nous, historiquement, on a toujours fait ce choix que ça soit l'équipe d'anesthésie-réanimation, en gros, qui prenne
Oui. Le PAM, mais dans le vrai sens d'anesthésie et réanimation. Moi, je dis toujours, en salle de déchocage, je fais pas de la réa, je fais de l'anesthésie traumato, quoi. Parce qu'en fait, je passe mon temps à endormir des patients, leur faire de l'analgésie, leur mettre parfois des cathéters d'ALR, les amener au bloc opératoire. Enfin, ça ressemble beaucoup à de l'anesthésie, quand même, ça. Donc, de manière provocatrice, j'aime bien dire qu'au déchoc, je fais surtout de l'anesthésie. Et c'est vrai que c'est important, je pense que si vous n'êtes pas organisé de cette façon avec la même équipe qui suit le malade, moi je suis rejoint à Céjac, il faut que si c'est un réa qui est détaché pour faire le trauma, quand son trauma va au bloc, il doit suivre, il doit rentrer dans le bloc. On a tous le même diplôme d'anesthésie-réanimation, on doit venir avec notre collègue qui est au bloc pour l'aider, pour partager nos objectifs, parce que tous ces temps de transmission, c'est autant d'informations perdues quand même à chaque fois, et de perdre des objectifs aussi. Oui, et alors juste sur les objectifs, là, c'était quand même très important, et notamment pour les plus jeunes, parce que là, l'objectif principal, c'est de fermer le robinet. C'est-à-dire que tant que le robinet est ouvert, tant que le malade saigne de façon continue, vous ne pouvez pas remonter la pression artérielle. Ça, vous le verrez assez régulièrement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la pression ne remontera pas tant que le robinet coule. Donc, il faut fermer le robinet. Et rien qu'en fermant le robinet, c'est physiologique, toc, la tension va remonter. Donc, voilà, l'objectif numéro 1 qu'il faut vraiment donner à tout le monde, c'est on arrête le saignement, quoi. C'est majeur. Un des trucs majeurs pour rebondir ce que vous avez dit, et je suis tout à fait d'accord, c'est que nous, sur l'aire d'urgence, on entraîne beaucoup nos équipes pour que tout le monde soit au courant, c'est quoi l'objectif et tout, etc. Mais au bloc, on, on s'entraîne, mais peut-être pas assez, sur la prise en charge d'un choc hémorragique. Un choc hémorragique, ça arrive indépendamment du trauma. Donc, ça doit être parfaitement huilé. Et quand vous regardez une prise en charge, eh bien, c'est vrai que, de toute façon, ça doit toujours être travaillé, retravaillé, etc. C'est vrai que c'est bien de faire de la simulation au bloc sur choc hémorragique, sur arrêt cardiaque, des choses basiques, mais qui doivent être vraiment huilées quand il arrive quelque chose. Donc, je suis d'accord avec vous que parfois, on ne fait pas assez de simulation au bloc opératoire. Je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans ce film, c'est en fait donc le briefing, la préparation des équipes. Donc l'absence d'objectifs verbalisés, on l'a bien vu, hein, répartition des tâches, mais il n'y a pas d'objectifs verbalisés. Et je trouve ce qui aurait été intéressant, si vous réfléchissez, c'est de dire, voilà, on a à faire un, est-ce qu'on est sûr que c'est un choc hémorragique? Déjà, ça c'est une information. Est-ce qu'on est sûr ou est-ce qu'on n'est pas certain? Parce que il y a des situations dans lesquelles on n'est pas certain que c'est un choc hémorragique. On fait les malins, mais enfin bon, on pense qu'il saigne, mais en fait, on n'est pas sûr. Et donc, quel est le niveau de certitude sur ce que les situations? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est-à-dire, j'ai pas éliminé ça, ou j'ai. Voilà. Et donc, est-ce qu'on verbalise son doute ou pas? Ça, je pense que c'est hyper intéressant. Les équipes hyper entraînées, elles le font. C'est-à-dire, je pense que c'est un choc hémorragique, mais il me reste un doute sur un truc que j'ai pas fait. Et je te le transmets parce que c'est une information pertinente ou je le transmets à l'équipe. Et puis après, encore une fois, hein, on transmet d'abord l'objectif, la stratégie. Par exemple, si vous réfléchissez, vous dites attention, c'est un choc hémorragique avec un protocole de transfusion massive, plein de trucs à faire. On rentre dans une période de turbulence. Il va falloir qu'on utilise des checklists. Voilà. Et donc, on est bien d'accord qu'on utilise tous des checklists. On ne va pas faire des checklists tout le temps, mais là, OK. Et donc, on se met tous, et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, ce que vous avez fait. Et ça, c'est intéressant. Dire attention, on a un signe d'alerte là, il faut qu'on se mette tous dans la catégorie. Je sors la checklist choc hémorragique au bloc opératoire parce que je sais que j'ai oublié des trucs et je sais qu'on va pas et qu'on va partager. Et regardez, on est obsédé par le temps. Pierre l'a bien dit, quand on prend en charge un polytraumatisé, nous, on a un énorme chronomètre où on voit le temps et tout, etc. Donc, ça nous pousse. Mais la phase où on passe le malade au bloc opératoire, le temps de l'installer, le temps que le chirurgien se mette, regardez le temps qu'on perd. Et ça, je pense que c'est une phase à travailler. On se prend facilement 3/4 d'heure. Et sur un choc hémorragique, c'est hyper important. Donc nous, on est obsédés, on se dit, bah voilà, c'est la golden hour ou la 30 minutes, la 30 minutes hour. Et après, hop, on passe à l'anesthésiste. C'est pour ça que je dis qu'il faut aider. On passe à l'anesthésiste et waouh. Et là, il ne faut jamais se décontracter. Il faut rester en pression. Moi, j'ai une petite expérience sympa à partager avec vous.
Il y a 2 ans, on a eu un choc hémorragique sur une chirurgie du rachis. Et à la fin, le malade, il a saigné 20 litres. Donc ça a commencé, j'étais au bloc opératoire, je suis encore au bloc opératoire. Et vous ne moquez pas. Et, au bout de 5 litres de saignement, j'ai dit au chirurgien, il y a un choc hémorragique. Et lui, il regarde la tension artérielle et il me dit non, il n'y a pas de choc hémorragique. Je lui dis oui, c'est mon boulot, c'est juste. À 7 litres, je lui dis là, il faut que tu arrêtes d'opérer. Il me dit ben non, la tension artérielle est normale, je continue. À 10 litres, il s'est arrêté parce que je lui ai dit ah. Et en fait, je lui disais que c'était un choc hémorragique, mais pour lui, choc hémorragique, c'était hypotension. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'hypotension, en tout cas c'était à peu près pas trop mal, il considérait qu'il. Et vous voyez qu'en fait, dire choc hémorragique, même en fonction de qui on est, ça ne veut pas forcément avoir la même signification. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des éléments de formation hyper importants. On aimerait bien, par exemple, que dans la culture du choc hémorragique péropératoire, on ait des modules d'enseignement commun, anesthésie chirurgien, où on sache ce que ça veut dire, le damage control, le choc hémorragique, la réanimation, la chirurgie d'un choc hémorragique. On partage ça, parce qu'on va avoir un jour ou l'autre, gérer ça en commun, mais on parle pas le même. Quand on dit quelque chose, ça ne veut pas dire la même chose en fonction de qui on est dans le bloc opératoire. Et là, on a un problème. On a un problème parce que l'autre, il a continué d'opérer pendant que moi, j'étais en train de transfuser massivement. Il fallait juste qu'il arrête, quoi. Après, il y a un truc qui est pas mal, et je sais pas si vous le faites dans des situations de crise, parce que bizarrement, on dit que justement, on est obsédé par le temps, il faut gagner du temps. C'est ce que j'ai dit un peu à dans mon tapeau, c'est les fameux time-out. Mm. C'est à un moment donné, alors que quand même on est dans le jus, on avance tous tête baissée, de se dire, bah, stop, on arrête tout, et le trauma leader en général donne sa conscience de la situation. Et dit, voilà, moi je pense que ce malade saigne parce que c'est plutôt un abdomen et je pense qu'on va l'amener au bloc opératoire. Et ça permet que tout le monde dans la salle ait la même conscience situationnelle, voire même que certains se disent, ah ben si on est dans la cage choc hémorragique, peut-être qu'il a oublié de faire le calcium par exemple, etc. Et donc de prendre ce petit moment en retrait. C'est pas toujours évident, mais ces petits time-out, alors ils doivent pas être tout le temps, hein, sinon c'est l'enfer, mais un petit time-out à 15 minutes, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Ouais, ça, c'est un truc très important de s'habituer à une communication, de dire voilà, on va passer la noradrénaline. On vous dit ok, je prépare la noradrénaline. La noradrénaline est en route, on est à combien, etc. Qu'avec l'infirmier. Donc, c'est un entraînement aussi, ce qui permet que tout le monde sache, tout le monde soit au même plan. Et je suis tout à fait d'accord avec Pierre que le trauma leader, il doit donner ses impressions. Il doit dire voilà, on s'oriente vers ci, on s'oriente vers ça, etc. Ça permet à tout le monde de suivre la situation. C'est excessivement important. Il faut s'entraîner à faire ça très tranquillement. Est-ce qu'il y a un dernier commentaire? Oui. Trauma crânien grave. Il l'a dit. Ouais, mais c'est le trauma crânien grave qui prime. Enfin, Ah oui, je suis sûr. Plus de 11 de systolique. C'est les recos qu'on a écrites avec le professeur Bouza, avec et compagnie. Mais en fait, après, je sais, il y a des choses des fois où c'est pas forcément evidence-based, mais Non, mais il faut que le leader il décide et qu'il partage les objectifs. Je pense que vous avez le droit de décider si vous voulez vous accepter plus de 10% de variation de pression artérielle quand on endormit quelqu'un, ou si vous acceptez 20%. Mais il faut que l'équipe soit au courant de ce que vous voulez. Parce que moi, ce que je vois souvent quand je vais dans un bloc, le malade va pas bien, et je dis c'est quoi l'objectif de pression artérielle? Et en fait, il y a 3 outils différents dans l'équipe. Et en fait, ça va pas, il y a un problème. Et donc, je pense que c'est hyper important. Les situations sont complexes, dynamiques, de multiples intervenants. C'est vraiment un environnement difficile à appréhender. Et il faut simplifier, et ça veut dire les objectifs et le temps. Encore une fois, je veux qu'on règle le problème en 15 minutes. Je veux qu'on parte de ce déchoc en moins de 20 minutes. C'est le leader qui dit ça. Le leader, il doit dire, les gars, en 20 minutes, on est sorti. Après, c'est le chirurgien qui fera 11 de tension, là, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, parce que c'est pas possible. Tant que ouais. Mais il faut lui dire au chirurgien, il faut lui dire, si tu clampes pas, il n'y aura pas 11 de tension. Donc, faut qu'il y aille. Je vous propose de faire du damage control et de remercier tous les orateurs pour cette super session.